Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer les cours qui avaient commencé avec la sculpture à la Renaissance. Et là, aujourd'hui, nous allons parler d'architecture. On est dans la première Renaissance. Et bien sûr, tout se passe en Italie et en particulier à Florence. Ça va? Juste un petit rappel des choses dont on a parlé les cours précédents. Nous avons tout d'abord affronté un petit peu la peinture de la première Renaissance. Nous avons vu quelles étaient les thématiques principales. Ensuite, nous avons jeté un œil à la sculpture et nous avons regardé à des artistes comme Ghiberti, Donatello et Brunelleschi. Et aujourd'hui, nous allons affronter un petit peu l'architecture en repassant par ce personnage de Brunelleschi. Alors, pour la sculpture et pour la peinture, nous en avons déjà beaucoup parlé. L'architecture aussi va aller regarder à nouveau l'Antiquité. Elle va refuser ce qui était la mode de l'époque, c'est-à-dire des formes gothiques. Cela, évidemment, se passe en Italie, parce qu'on verra que ces formes gothiques dans le reste de l'Europe, elles seront prédominantes, alors qu'en Italie, puisqu'il y avait un héritage d'architecture romaine qui était très importante, bien sûr, les artistes ils sont immergés aussi dans tout ça et ils vont aller revoir un petit peu, selon celle qui était la philosophie humaniste de l'époque, ces formes classiques qui étaient beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus à mesure d'homme. Ça sera un petit peu l'évolution qu'on va retrouver par la suite aussi dans la haute Renaissance avec l'image de l'homme vitruvien de Léonard de Vinci, un homme qui doit s'inscrire dans la forme d'un cercle et d'un carré, donc les proportions parfaites. Et donc, bien sûr, la classicité de tout ce qui était l'art gréco-romain était beaucoup plus équilibrée par rapport à l'architecture gothique, où, si vous vous souvenez bien, on avait plutôt des formes élancées. Et donc, l'idée était celle d'aller, surtout dans ce qui concerne les églises, d'aller de plus en plus vers le ciel, de plus en plus vers Dieu, de pouvoir s'élancer vers la divinité. Et pour cela, on avait eu toute une série de révolutions d'architecture, l'invention de l'arc brisé, des voûtes en croisée d'ogives pour pouvoir avoir des murs qui étaient de plus en plus fins et de plus en plus, mais là on va avoir des images aussi, et de plus en plus haut, on avait trouvé des solutions d'architecture. Mais ici, la quête de l'architecture de la Renaissance change. On a plus envie d'avoir quelque chose qui soit vraiment dans des formes équilibrées, symétriques. Ça va? Alors, donc voilà, je vous montre un petit peu la différence de ce que ça pouvait être l'architecture gothique et celle de la Renaissance. Donc nous avons vu ensemble un petit peu l'architecture gothique. Vous vous souvenez, ici on voit cette forme aussi dans les fenêtres d'arc brisé dans la façade. Vous voyez un petit peu comment les façades proposées, ça c'est pour Léon Battista Alberti, elles sont tendance à être plus basses et avec des formes plus régulières, d'accord? Comme par exemple la forme du carré ou en tout cas des formes géométriques qui suggèrent un certain équilibre. Là, pareil, par exemple, pour ce qui regardez donc à l'extérieur des églises gothiques, nous avons eu l'invention de l'arc-boutant, ce qui permettait justement d'alléger un petit peu la structure par rapport au contrefort de l'art roman, alors que à la Renaissance, on va éliminer cette idée de contrefort, on va revenir à des murs qui étaient très épais. On le voit d'ailleurs très bien ici, où il n'y a absolument plus ni d'arc-bouton, ni de contrefort. En fait, il s'agit que d'un mur très épais. Ça va? Vous voyez déjà un petit peu ici les caractéristiques de l'un par rapport à l'autre. Alors, pour ce qui concerne Brunelleschi. Donc, Brunelleschi, nous avons parlé de lui lors du cours passé par rapport au concours pour la réalisation de la porte du baptistère à Florence, où il avait été en compétition, entre autres, avec Donatello et Ghiberti, ces derniers qui avaient gagné le concours. Mais Brunelleschi, il ne fut pas qu'un sculpteur, il était aussi un grand architecte et un des premiers à avoir théorisé la perspective qui sera ensuite écrite et rédigée par Léon Battista Alberti. Donc nous sommes, vous voyez un peu les dates, il est né en 1377 à Florence.
à la base, il a suivi une formation d'orfèvre et ce qui était un petit peu la formation de base de tout le monde à l'époque. Donc, les artistes apprenaient en général plusieurs techniques, qu'elle est d'orfèvre, peinture, sculpture et par la suite l'architecture aussi. Et il a pas mal voyagé avec Donatello, qui lui aussi s'était inspiré de l'art roman. Et ils sont allés ensemble à Rome pour aller voir justement tout ce qui était l'architecture romane et pouvoir s'en inspirer. Et de Brunelleschi, on va s'en souvenir parce que c'est bien lui qui va construire, et ça on va très vite en parler, les dômes de Santa Maria del Fiore à Florence. D'accord? Et ici, nous sommes en 1420. Et ce dôme sera vraiment le symbole de la Renaissance. Donc, pour ce qui concernait ces sculptures, je le rappelle, c'était des sculptures qui étaient très réalistes et pleines d'émotions, même peut-être un peu trop à l'avant-garde pour l'époque. C'est peut-être pour cela qu'il a d'ailleurs pas gagné les fameux concours de sculpture avec Ghiberti. Et pour ce qui regarde son inspiration à l'architecture, nous avons l'inspiration romaine, j'ai déjà dit, et une rationalisation géométrique des plans, donc l'utilisation de nombre d'heures pour les proportions. Alors, ici, vous voyez un petit peu encore quelles pouvaient être ses inspirations, donc notamment les panthéons à Rome, qu'il va reprendre quand il va réaliser la chapelle de Pazzi à Florence. Il va reprendre la forme de l'oculus du Panthéon pour sa coupole, que vous voyez ici. Donc vous voyez, ça c'est l'extérieur, on voit clairement l'influence romane dans son travail et l'envie d'aller reprendre ces formes qu'elles sont très équilibrées par rapport aux formes gothiques, ou par exemple les cercles, quelque chose de dominant, avec des colonnes, avec tout ce qui est symétrique. Ça va? On va venir un petit peu au clou de l'histoire avec cette fameuse coupole de Santa Maria del Fiore. Alors, il faut savoir qu'un autre concours a été organisé, toujours par les marchands de laine à Florence, et on est en 1418, et on demande de faire un projet pour pouvoir construire la coupole qui allait recouvrir Santa Maria del Fiore, qui était en fait une église qui existait depuis déjà au moins les 1200, et qui était restée ouverte parce que l'architecte de l'époque était mort et qu'il faut se rappeler aussi qu'il y a eu en 1300, il y a eu une grande épidémie de peste qui a tué pas mal d'artistes aussi, des artistes de chefs d'atelier de l'époque, et que donc ils n'ont pas transmis un petit peu les indications sur comment pouvoir construire cette coupole, et si jamais il y avait vraiment un projet à la base. Peut-être qu'il n'y en avait pas, donc soit pour des soucis économiques, soit aussi à cause de la peste. Cette église, elle était restée à ciel ouvert, chose qui n'était évidemment pas admissible pour la basilique, on va dire, plus grande de Florence à l'époque. Et donc, Brunelleschi va remporter ce concours cette fois-ci, donc c'est lui qui gagne. Et il va réaliser un projet qui était tout à fait extraordinaire. Bon, je vous signale que cette coupole, ce dôme, c'est le plus grand au monde. Il a un diamètre interne de 45,5 mètres et un diamètre externe de 54,8 mètres. Donc imaginez-vous un petit peu. L'hauteur extérieure de la coupole, y compris la croix sur la lanterne, donc de là-haut jusqu'au bas, elle fait 116,5 mètres. Et jusqu'au tambour, ici, elle fait plus ou moins une soixantaine de mètres. Ça va? Donc, juste pour vous donner un petit peu à quoi il faisait face notre ami Brunelleschi. Alors, il se retrouve à devoir résoudre plusieurs problèmes. Le premier, c'est que le tambour octogonal, donc je reviens en arrière, donc la base ici, le tambour, il n'était pas régulier. Et donc, en fait, si on voulait tracer les bisectrices des angles de cet octogone, elles ne vont pas se croiser au centre puisqu'il est irrégulier. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il n'avait pas d'autres exemples d'un dôme aussi grand auquel il pouvait s'inspirer.
C'est pour ça qu'il va à Rome. Bien sûr, il y avait, on l'a déjà dit, les panthéons, mais ça n'a rien à voir parce que les panthéons, c'est quelque chose d'assez large et plat qui s'appuie, qui a un point d'appui qui est très différent et qui en plus en haut est ouvert. Donc, c'est quand même assez différent. La hauteur, comme je vous ai déjà dit, elle était très élevée et c'était pratiquement impossible de construire des cintres de cette taille et de cette hauteur, d'accord? Donc, comment Brunelleschi arrive à résoudre tous ces problèmes? Alors déjà, on commence petit à petit à le prendre un petit peu comme pour un fou en disant qu'il va jamais y arriver. Et au point qu'il va faire face aussi à des grèves des ouvriers à l'époque, parce que lui, dans son plan, il paraît qu'il avait en tête qu'on puisse construire cette coupole sans vraiment mettre des échafaudages pour pouvoir soutenir tout ça. Et donc de faire des échafaudages qui s'attachaient directement à la coupole elle-même. Je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, donc on suppose, c'est toutes des suppositions qu'il arrivait à construire quelque chose de ce genre-là. Alors pour pouvoir corriger un petit peu l'effet que la base n'était pas régulière, il va construire deux coupoles également. Une intérieure et une extérieure, et entre les deux, un escalier dans lequel les ouvriers notamment pouvaient monter, escalier qui existe toujours et sur lequel on peut toujours monter. Ça va, vous le voyez ici, dans la reproduction. Donc ça, c'était déjà un petit peu une solution. Alors, dans des réunions, un petit peu avec ceux qui finançaient le projet, ils ont fait plusieurs hypothèses sur comment on peut soutenir cette coupole dans sa construction puisqu'elle est très grande, puisqu'on ne peut pas mettre des échafaudages et des cintres de cette taille-là. Et je vous raconte juste cette solution-là parce qu'elle était assez extraordinaire. Donc, ils pensent qu'on pourrait remplir tout avec de la terre et de l'argent, et de sorte que la coupole s'appuie sur cette terre et qu'ensuite on va appeler le peuple pour aller chercher l'argent qui est dedans, et tout le peuple, comme il va aller chercher l'argent, il va vider la coupole, et cette coupole tiendra debout une fois qu'elle sera libérée de la terre. Donc, pour vous dire à quel point on était. Et Brunelleschi avait un autre petit souci qui n'est pas un souci d'ordre technique architectural, c'était le fait que cet homme, apparemment, en tout cas par rapport à ce qu'il nous raconte Giorgio Vasari, n'était pas quelqu'un de vraiment beau physiquement. Bon, à l'époque, on faisait peut-être moins attention à la beauté qu'aujourd'hui, mais en fait, cette façon un petit peu pas très soignée aussi qu'il pouvait avoir ne l'aidait pas, donc les gens les prenaient un petit peu pour un fou. Un peu plus qu'il avait des idées qui étaient tout à fait révolutionnaires, les gens n'avaient plus envie de l'écouter parce qu'ils se disent là, les ouvriers, ils se disent là, on va tous mourir, on va tomber d'une centaine de mètres de hauteur, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Florence, donc les marchands de laine qui donnaient l'argent pour la construction, ils se disent, mais vous savez quoi? Est-ce qu'on n'appellera pas quelqu'un d'autre pour lui donner un coup de main? Évidemment, qui vont appeler? Ils vont appeler Lorenzo Ghiberti, qui était celui qui avait battu Brunelleschi au concours. Donc, c'était pas vraiment son meilleur ami, on va dire. Et vous pensez bien que Brunelleschi était assez vexé par le fait qu'on appelle cet homme, alors que le projet c'était le sien et que lui, dans sa tête, pour lui, il n'y avait aucun souci. Donc, en principe, tout devait fonctionner. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire Brunelleschi pour se débarrasser de Ghiberti qui commence à l'aider? Parce qu'évidemment, l'autre en plus, il n'est pas spécialement expert en architecture et personne n'a jamais construit quelque chose de ce genre-là. Donc, de toute façon, il n'a pas plus d'expérience que lui.